Bonjour, on enchaîne avec le module numéro 5 dédié au process d'élaboration de votre stratégie de contenu et au process du contenu en particulier. Alors sachez par avance que ce module sera agrémenté de plusieurs autres formations dans les semaines qui viennent. On a commencé par le plus important qui est le calendrier éditorial puisque ça c'est vraiment le pivot justement de toute cette méthodologie de contenu. Euh, donc justement, on va vous présenter un cours qui va être dédié intégralement à ce calendrier éditorial, à son intérêt, à la façon dont on doit le construire, l'utiliser, bref. Alors, en intro, simplement pour dire, évidemment, ça je pense que vous vous en doutez, sans pour autant être expert, c'est quelque chose qui tombe un peu sous le sens. Un calendrier éditorial, c'est essentiel parce que ça peut vous permettre d'aborder votre stratégie de contenu de manière beaucoup plus consistante, notamment en créant des contenus frais, sur une cadence régulière, soutenue, avec une certaine cohérence, un fil conducteur. Ça vous permet d'être plus consistant dans votre approche de contenu stratégique pour créer quelque chose de nouveau quasiment tous les jours, selon la fréquence que vous souhaitez indiquer, mais aussi pour être beaucoup plus unifié dans votre stratégie. Ça vous permet évidemment d'alimenter vos idées en contenu, parce que ça c'est de temps en temps la plaie du content marketer, et donc d'être alimenté en idées de contenu tout au long du parcours de diffusion et de promotion sociale ensuite de vos contenus. Donc on le dit, on ne le dira jamais assez, créer un calendrier éditorial, c'est véritablement l'un des aspects probablement les plus importants de votre stratégie de content marketing. Alors, qu'allons-nous aborder dans ce cours? Ça va être à la fois extrêmement théorique, ensuite éminemment pratique avec un certain nombre d'exemples, de petits trucs et astuces, si je puis dire. Et on va toujours faire, comme dans chaque formation, une sorte de prise de prospective. Au départ, on va aborder la fonction purement théorique, concrètement comment on bâtit un calendrier. Mais ce qui est intéressant, c'est comment on le conçoit en termes de stratégie, dans le sens qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Et comment est-ce que je trouve une sorte de trame commune pour savoir comment alimenter ce contenu éditorial, ce calendrier éditorial. Donc bien sûr, on va définir ce que c'est, pourquoi c'est important, ça je pense que c'est une lapalissade, mais ça permet quand même de bien planter le décor. Comment démarrer concrètement pour établir votre calendrier éditorial. La tâche peut paraître parfois assez volumineuse quand on est né sur une industrie où il y a beaucoup de contenu à produire. Donc on aura des indications concrètes sur le sujet. Donc vraiment on passera du concept au concret et on prendra une dimension très pratique sur comment justement alimenter ce calendrier éditorial pour les coller aux besoins informationnels de votre audience. Alors, un peu de théorie quand même, parce que c'est nécessaire pour savoir, pour utiliser le bon terme et pour bien se comprendre par la suite. Qu'est-ce qu'un calendrier éditorial et comment l'amorcer? Votre calendrier éditorial, c'est vraiment la feuille de route, en anglais on dit beaucoup la roadmap, de toutes vos initiatives de content marketing de l'année. C'est vraiment le must-have d'une stratégie de content marketing. Ça doit normalement, en tant que marketeur, directeur marketing, vraiment devenir votre Bible. C'est la ressource qui est partageable par nature dans toute l'équipe marketing, donc il faut vraiment ne pas hésiter à partager parce que c'est ça qui permet d'avoir un tableau de bord mis à jour et de travailler avec une équipe qui grossit. Ça vous permet bien sûr de demeurer sur les rails pendant toute l'année où vous allez dérouler votre stratégie de contenu. Et ça vous permettra de planifier votre contenu autour d'événements significatifs à la fois de votre industrie, mais aussi de votre entreprise, ou par extension de périphérie d'autres niches qui sont intéressantes par rapport à votre industrie, évidemment en fonction des conférences qu'il ne faut pas manquer ou des nouvelles qui surviennent. Donc, puisqu'il faut le définir, on va simplement dire qu'en gros, un calendrier éditorial, c'est vraiment le document clé de votre stratégie pour vous aider à produire du contenu de manière consistante et un contenu consistant qui va adresser les points de souffrance de votre audience cible qu'on a déterminé avec la méthode des personnages. Donc grâce à votre calendrier éditorial, vous avez vraiment disposé finalement de la big picture de votre année en contenu. Et
Ce faisant, vous verrez, c'est beaucoup plus, c'est très relaxant pour l'esprit de savoir que un calendrier recense tout et que lorsque vous prenez la plume pour créer ou que vous rédigez, vous le faites beaucoup plus sereinement et beaucoup plus régulièrement que vous savez que les grandes idées sont déjà posées quelque part par écrit. Vous avez plus la latitude de vous concentrer sur ce que vous êtes en train de, le morceau de contenu à créer du jour ou de la semaine. Alors, comment concrètement démarrer? Pour créer votre calendrier éditorial, vous aurez besoin de contenu, ou à tout le moins d'idées de contenu. Et à cette fin, bon, bah, il faut cogiter dans le bon sens. Donc, pour ce faire, plusieurs étapes. D'abord, commencez bien sûr par bien cibler votre audience. Donc ça, on le répétera jamais assez, c'est vraiment un des points clés. La méthode des personnages, elle est imparable pour ça. Conservez toujours à l'esprit que différents posts de blog doivent toujours avoir différents types d'audience délimités et connus à l'avance. Donc l'idée de ces contenus étant bien sûr de répondre à une souffrance de marché, d'aborder des solutions à leurs problèmes ou à tout le moins des difficultés récurrentes auxquelles vos prospects sont confrontés. Après avoir identifié ces points de souffrance, il faut construire son contenu autour de leurs besoins et de vos services. Donc, vous décrivez les principales solutions aux difficultés de votre audience. Vous ciblez les points de souffrance et vous rédigez le contenu qui répond au sujet, ou à tout le moins, en tous les cas, tâche de relever le défi. À partir du moment où vous disposez d'une sélection d'idées qui est solide et des sources fiables pour la création de vos contenus, là, vous pouvez commencer à créer votre calendrier éditorial. Alors, voici quelques clés, justement, quelques questions clés à vous poser dans le ciblage de votre audience préalable au remplissage de ce calendrier éditorial. Petite question. Demandez-vous toujours pour qui créez-vous le contenu que vous êtes en train de rédiger? La réponse à cette question est aussi importante pour la création du contenu lui-même que pour sa distribution. C'est une question qui doit vous hanter régulièrement quand vous lancez une stratégie de contenu. Pourquoi écrivez-vous ce contenu? Quels sont les objectifs assignés à la production de votre contenu? Est-ce que c'est générer du lead? Est-ce que c'est générer des inscriptions à la newsletter? Est-ce que c'est générer des inscriptions à un événement? La réponse à ces questions est vraiment déterminante car elles auront naturellement un impact sur ce que vous publierez, quand, où et à quelle fréquence. Ensuite, quelles ressources et compétences avez-vous à disposition? Déterminer ces compétences et les identifier nominativement, c'est essentiel. Parce que les formats que chacune de ces personnes va devoir produire, la fréquence et le flux global sera vraiment une partie importante de ce calendrier. Enfin, demandez-vous toujours qu'est-ce que vous pourriez faire pour produire un contenu qui soit exceptionnel. Sur votre industrie, tâchez d'identifier la niche de contenu sur lequel il y a un besoin informationnel spécifique à pourvoir. On donnera des exemples concrets tout à l'heure. Mais ces 4 questions-là sont essentielles pour vous permettre justement de bien cibler votre audience et donc de bien alimenter le contenu de votre calendrier éditorial. Ensuite, évidemment, il faut trouver des idées de contenu. Donc, un des premiers conseils déjà, c'est de commencer à utiliser déjà ce dont vous disposez. Et bien souvent, on dispose de bien plus de choses qu'on ne le pense. Interview d'experts, par exemple. Vous le savez, une des clés, c'est de connaître sur votre industrie vos influenceurs et les experts de votre industrie. Si vous les connaissez, interviewez-les. Là, vous ferez un merveilleux cadeau à la fois à votre audience, en leur offrant les nombreux enseignements de ces influenceurs, et vous enrichirez votre site d'un contenu qui est particulièrement pertinent par rapport à votre cible et les besoins informationnels que vous cherchez à satisfaire. Les études de cas, vous avez forcément des exemples de clients qui sont satisfaits de vos produits ou de vos services, en tous les cas plus ou moins sur votre industrie. Alors même que vous avez lancé un nouveau produit, plus abouti que vos concurrents, partagez bien toutes ces expériences vécues avec vos prospects. Fournissez-leur des études de cas mettant en évidence les solutions que vous avez pu apporter à vos clients. Recyclage du contenu, bien sûr. Comme beaucoup d'entre nous, vous êtes certainement assis sur une montagne de contenu peu ou mal exploité, mais que du coup, il faut apprendre à recycler. Donc parfois, recycler, ça concerne des contenus un peu anciens qui ont cartonné, qu'il faut simplement réactualiser et ils reprennent une nouvelle jeunesse. Recycler, ça peut être aussi des prospectus, des plaquettes de présentation que vous aviez il y a des dizaines d'années qui n'ont franchement jamais plus servi, mais qui peuvent constituer une très bonne base pour reconstituer certains nombres de contenus, ou en tous les cas qui vous donneront des idées de contenus qui ont été abordés par le passé et que vous pourriez réactualiser. Bref. Enfin, évidemment, la recherche de mots-clés, ça, il y a beaucoup d'outils. On a fait pas mal d'articles sur le site de l'Académie pour lister des technos
qui vous permettent de rechercher des mots-clés. Le plus connu d'entre eux, c'est certainement Keyword Planner, mais il y en a plein d'autres. Je vous renvoie au site de l'Académie dans la catégorie probablement techno ou méthodo, où vous trouverez beaucoup d'articles sur le sujet. Keyword Finder aussi, c'est un petit outil que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Voilà, une fois que ces recherches sont faites, en mots-clés, que vous avez recensé toutes ces choses-là, interview d'experts, études de cas, recyclage de contenu, évidemment aussi curation de contenu, vous serez alimenté en idées. Donc vous avez déjà, là, ce faisant, vous avez vraiment constitué le contenu du futur calendrier, si je puis dire. Alors, une fois que vous avez cette masse d'informations, à présent, comment créer concrètement votre calendrier éditorial et comment finalement l'alimenter? Que doit-il inclure? Le calendrier éditorial, c'est bien plus que simplement finalement un calendrier comme on pourrait parfois peut-être le penser, avec des dates, des contenus à produire en face, etc. Un bon calendrier éditorial, et on l'a vu quand on a élaboré la méthode des personnages, c'est un calendrier qui cartographie, en fait, qui vous donne une représentation visuelle quasi immédiate de vos initiatives de content marketing à l'intention de vos personnages, donc qui est ceux à qui vous voulez vendre, et en fonction de votre cycle d'engagement. Souvenez-vous, c'est ce qu'on a vu dans le module de formation 2 dédié à l'audience. Donc, cycle d'engagement, l'idée étant délivrer le bon contenu en fonction du niveau auquel se situe votre acheteur dans votre cycle d'achat. Enfin, ça vous permet aussi, normalement, quand un calendrier éditorial est bien fait, il vous permet aussi de cartographier vos initiatives content par rapport aux canaux de diffusion que vous entendez utiliser. Donc en général, un calendrier éditorial, c'est une feuille de calcul Excel, où vous pouvez prendre un Google Drive, même si ça marche parfois un peu moins bien, ou évidemment tout autre support offert par la techno. On va bientôt sortir des contenus qui vous renseigneront sur les meilleurs technos pour justement créer un calendrier éditorial. Mais très schématiquement, de toute façon, indépendamment de la techno, il faut savoir ce que doit contenir un calendrier éditorial. D'abord et avant tout, un inventaire de contenu. Donc une liste priorisant ce que vous allez publier basée sur la stratégie de contenu que vous avez retenue. Cette liste, en gros, c'est un peu votre inventaire de contenu. Donc dedans se retrouvent tous les contenus qui sont déjà existants, que vous avez pour objectif de redesigner ou de repackager, donc c'est le fameux recyclage. Ça pourra aussi contenir des contenus que vous allez obtenir de vos partenaires ou que vous avez prévu de développer vous-même. Bon. Ensuite, le calendrier doit bien sûr inclure, évidemment, les créateurs de contenu, c'est-à-dire les différents créateurs qui vont être assignés à chaque morceau de contenu prévu. Donc, répartir normalement les responsabilités éditoriales de chacun. Donc, dans cette partie de votre calendrier, vous allez nommer chaque personne en charge de la production des contenus. Vous identifiez du coup d'autant mieux vos éditeurs, qu'ils seront nombreux forcément. Enfin, on n'a pas tout à fait fini, mais évidemment, le calendrier doit contenir aussi les canaux de distribution de vos contenus. Donc là, il faut lister les formats et les canaux ciblés pour chaque contenu. Quel contenu sera livré sous quelle forme? Sous forme d'un blog post, d'une présentation SlideShare, d'un PDF, d'un livre blanc, bref. C'est là qu'il faut préciser. Enfin, les tags et les métadatas. Donc l'idée ici, c'est d'inclure dans votre calendrier éditorial des tags pour les aspects importants de vos contenus. Par exemple, tel contenu recevra le tag persona, cycle d'engagement. Donc cette étape, ça va permettre de vous rappeler à chaque contenu produit l'objectif business que vous allez assigner à chacun. Vous pouvez aussi assigner des tags à chaque type de contenu. Par exemple, tag pour les livres blancs, pour les vidéos, pour les emails ou même à chaque mot-clé. Enfin, évidemment, on parle de calendrier, donc on s'inscrit dans le temps. Votre calendrier devra contenir une date de publication. Donc cette mention va inclure les dates auxquelles votre contenu devra être produit, ainsi que les dates de publication prévues. Une fois que votre calendrier éditorial sera bien maîtrisé, vous pourrez même aussi y ajouter la date à laquelle vous allez le rafraîchir, l'updater, etc. Donc, l'objectif de votre calendrier éditorial, c'est vraiment de constituer votre outil de gestion de contenu. Création, publication, diffusion. Ces 3 dimensions-là. Donc, il ne faut y inclure que les éléments qui sont censés faciliter ce process. Donc, c'est pas la peine de le charger ou de le compliquer avec d'autres informations qui seraient non directement pertinentes pour cet objectif prioritaire qui est la gestion de votre contenu. L'idée, c'est vraiment de conserver un document qui soit aussi simple que possible.
Alors, concrètement, comment le créer? On vous a mis un petit template ici. En général, donc je vous ai dit, vous prenez une feuille de calcul Excel par an, avec un onglet dédié pour chaque mois de l'année, et vous avez sur le template en question les composantes des colonnes de votre tableau. Bon, vous pouvez ne pas toutes les insérer, là on a fait vraiment exhaustif, et en l'occurrence j'ai placé notamment celles qui étaient essentielles dans le template ci-dessous. Donc, canal de publication, tag, metadata, date de publication, statut, OPI, metrics, call to action, URL, bon, toutes ces choses-là. S'agissant de l'URL, oui, une petite précision sur le call to action et l'URL. Le call to action, c'est vraiment essentiel de l'insérer dans le calendrier éditorial parce que c'est le lien entre le contenu que vous produisez et la persona à laquelle vous l'adressez. Donc du coup, vraiment, c'est important de se poser la question, quelle action souhaitez-vous que ce contenu fasse? Et évidemment que la persona se fasse une fois qu'elle aura lu ce contenu. Enfin, s'agissant de l'URL, pensez à rajouter un petit onglet justement dédié à lui, à l'URL de la page créée. Ça sera très très utile lorsque vous devrez créer des liens hypertextes entre les différents contenus de votre site web. Bon, maintenant, il y a des fonctionnalités WordPress qui sont très poussées aujourd'hui, qui vous proposent en fait, dès lors que vous tapez un mot-clé, les différents autres articles, c'est optimisation Yoast SEO, les différents autres articles en lien avec le terme que vous avez créé. Donc en termes de fréquence, un calendrier éditorial, ça se fait de manière annuelle, biannuelle ou trimestrielle. De toute façon, vous avez les onglets de votre fichier Excel pour le faire. Vous pouvez aussi, en fonction du volume de contenu que vous avez prévu de créer, faire un calendrier par gabarit de contenu, c'est-à-dire calendrier éditorial pour tous les articles du blog. Si vous avez un planning chargé en termes de livre blanc ou de contenu premium, vous faites un calendrier éditorial dédié à ce contenu premium pour pas que le document devienne monstrueux et que vous ne voyez plus rien du tout. Alors maintenant on rentre un peu dans le fond, un peu moins théorique et vraiment dans la dimension un peu stratégie. Comment alimenter votre calendrier éditorial? Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans le fond du sujet, et c'est-à-dire on sort un peu de la dimension purement théorique et on rentre un petit peu dans le jus de cerveau et l'élaboration de la stratégie. Comment concrètement alimenter ce calendrier éditorial de contenu pour les faire coller vraiment aux besoins informationnels de votre audience? Alors, quelle est la question qui tue? Celle que tout content marketing se pose, en général ou pas. Sur quoi vais-je écrire aujourd'hui? Ça, c'est une question qu'en théorie, si vous avez un calendrier éditorial qui est bien tenu, vous ne devriez jamais avoir à vous poser. Le problème, c'est que le meilleur contenu qu'on voit sur Internet, souvent, on se dit « Oh là là, il a l'air d'être produit ou pondu, mais tellement facilement. » Comme si quelqu'un s'était assis devant son ordinateur et en quelques minutes avait créé ce morceau de contenu absolument superbe que vous êtes en train de lire, admiratif, hébété, et qu'il avait mis en ligne en 2 temps 3 mouvements, qu'il avait été partagé à la rapidité de l'éclair et que, bien sûr, le contenu en question était hyper en phase avec les discussions du jour sur la toile. Ça, c'est ce qu'on voit, c'est, on va dire, la vitrine, et comme on le dit souvent, l'arrière-boutique, c'est pas tout à fait la même chose et c'est pas la même simplicité. La vérité, bien sûr, c'est que dans la réalité, vous le savez tous très bien, c'est que c'est assez peu probable que ça se déroule comme ça. À tout le moins, chaque morceau de contenu créé implique en général beaucoup d'intervenants différents et prend un temps quand même relativement substantiel. C'est pour ça que le calendrier éditorial permet de justement structurer et répartir ce travail. Tout ce qui est produit à grande échelle, tous les contenus de qualité, la plupart d'entre eux sont passés par plusieurs étapes préalables d'édition. Donc vraiment, le challenge pour nous en tant que content marketer, c'est vraiment de trouver du contenu qui est à la fois pertinent pour la conversation du moment, à la fois en phase avec notre culture qui échange en permanence, notamment industrie par industrie, mais c'est aussi du contenu qui va être pertinent d'un point de vue de la mémoire, c'est-à-dire d'en faire un contenu qui soit quand même un petit peu outstanding, comme on dit, c'est-à-dire mémorable et unique. Donc, pour ça, le marketing en temps réel, lorsqu'il est possible, c'est un fantastique moyen de créer un contenu top niveau, engageant, en le plaçant évidemment dans le bon contexte. Le meilleur exemple de ça, on en a parlé brièvement
dans le module de formation dédié aux conversations. C'était un des exemples qu'on avait utilisé. D'ailleurs, il n'y est pas encore. Normalement, si vous suivez le fil, vous n'y êtes pas encore, mais vous verrez, on y revient un petit peu dans le détail. J'explique en deux temps, trois mouvements. Donc, un des meilleurs exemples vraiment de marketing en temps réel sur le sujet, c'était le tweet qui avait été publié en ligne par Oreo pendant le Super Bowl, l'année où il y avait eu une coupure d'électricité. Une vraie catastrophe commerciale entre nous, quand on sait que c'est au moment du Super Bowl aux États-Unis où les secondes de pub sous toutes les formes sont vraiment les plus chères de l'année aux États-Unis. Donc cet épisode Oreo est sans doute vraiment le plus bel exemple de marketing. Ça vous donne quand même une idée de ce qu'il est possible de faire. Alors en gros, j'en parle déjà dans une autre formation, mais juste pour que vous compreniez à ce stade. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a eu une coupure d'électricité géante au moment du Super Bowl il y a 2 ou 3 ans. Donc grosse catastrophe quand même pour tous les sponsors présents sur le Super Bowl, pour toutes les pubs télé et le reste. Sauf que des équipes géniales de marketing et content marketing de Oreo ont en live, en temps réel, en même temps où ça se passait, eu cette phrase absolument fantastique, You can still duck in the dark. Ça avait fait un relais absolument mais incroyable. D'ailleurs, vous voyez aussi, je l'avais mis sur Facebook, ils avaient fait la même chose. Power out, no problem. Et ils avaient mais fait un carton absolu. Il y avait eu plus de 10 000 retweets dans la première heure, 525 millions d'impressions, enfin bref, et dans la foulée de ce tweet, en plus ça a permis d'alimenter et de donner d'autres idées sur un daily twist mené évidemment par Oreo sur ses réseaux sociaux, ils sont passés à la télé, enfin bref, une vertu qui était absolument fantastique. Donc ce qu'il faut retenir de cet exemple, c'est que, alors même que c'était vraiment quelque chose qui était extrêmement furtif et instantané, pour autant, c'est pas arrivé comme ça tout seul. La marque elle-même, les représentants d'Oreo et l'agence qui était en charge de la stratégie de contenu d'Oreo, ils étaient tous ensemble dans une même pièce à ce moment-là. Et du coup, c'est dans cette émulation-là qu'on a permis de sortir du chapeau finalement quelque chose, un tweet qui avait l'air hyper simple et spontané, archi authentique, mais qui a fait un carton plein parce que ça a fait réagir les gens et ça a finalement fait d'une contrariété une vraie opportunité pour tout le monde. Et c'est grâce à cette émulation, un petit peu sous ce qu'implique finalement un calendrier éditorial, qu'ils ont été capables de créer un contenu extrêmement pertinent à la fois pour l'audience d'Oreo, mais aussi pour finalement bien montrer les valeurs de la marque et de mettre en ligne lorsque c'était pertinent pendant la coupure d'électricité du Super Bowl. Donc en plus dans le bon contexte, quoi. Donc ça, c'est vraiment l'exemple parfait de super contenu, archi simple, smart, approprié, parce qu'il est créé en temps réel. Mais finalement, même si évidemment le calendrier éditorial n'avait pas prévu cette coupure d'électricité en temps réel, le fait qu'il y ait une équipe existante et que justement la production, la création de ces contenus, leur distribution faisait partie d'un process, on va dire, structuré et faisait l'objet d'une vraie méthodologie qui a amené tous ces gens-là à se trouver ensemble dans une même pièce, donc cette espèce de structuration qu'il y a dans le fait de créer des contenus, donc d'une équipe existante et qualifiée qui encadre un travail de création de contenu dans une structure et un planning clair, ça a vraiment permis ce type de succès. Donc tout ça, c'est un exemple emblématique évidemment de ce qu'on rêve tous de faire, mais c'est surtout, ça me met bien en évidence aussi dans le cadre de ce cours, la vertu d'un calendrier éditorial. Le calendrier éditorial, c'est vraiment quelque chose, un outil qui vous permet de faire ce genre de choses. Alors, on continue sur cette dimension, comment alimenter votre calendrier éditorial. Et en fait, le premier, on va enchaîner une série de guidelines en fait qu'il faut suivre et qu'on vous recommande de suivre pour réellement réussir à l'alimenter. Je serais vous, je les listerais, c'est-à-dire que je reprendrai ces slides une par une et je dirais, voilà, je récapitulerai chacune de ces idées et je placerai en face, par rapport à mon industrie et le domaine qui m'importe et la structure du calendrier éditorial et son contenu que je veux élaborer, je listerai un certain nombre d'idées avant de passer à l'étape de structuration. L'idée première, c'est qu'en fait, si on fait simple, et celle que vous devez garder à présent à l'esprit, c'est que vous êtes un magazine. Donc, vous devez planifier exactement comme tel.
Donc l'équilibre au niveau du contenu, en gros, c'est que vous devez être cohérent. Vous devez être cohérent avec les valeurs de votre marque. Chaque partie de contenu doit se baser sur vos valeurs, mais vous ne voulez pas non plus avoir à réinventer la roue chaque matin en démarrant la journée. Bon, c'est ça qui est justement épuisant en matière de création de contenu, et c'est là-dessus qu'un calendrier éditorial est pertinent. Donc la meilleure manière finalement d'expliquer ça, c'est que au lieu de la vieille technique qui consisterait à sortir chaque semaine du chapeau des idées de contenu qui soient tout fraîches et qui n'ont jamais été traitées auparavant, bah vous optez pour une nouvelle idée qui consiste à s'asseoir, à cogiter et à trouver 8 idées de contenu tout à fait uniques comme des séries. Vous les planifiez toutes en une fois pour vous assurer que toutes ces parties de contenu soient finalement reliées les unes aux autres, tout en sachant que chaque partie est unique. Vous êtes prêts. Vous savez quel contenu va être publié pour les 8 prochaines semaines. Et ça, c'est une des vertus du calendrier éditorial. L'idée de ce calendrier éditorial, elle n'est pas nouvelle. C'est une idée qu'on a piquée aux magazines. Les magazines sont connus pour avoir ce genre de calendrier parce que traditionnellement, ils doivent envoyer leur contenu à un imprimeur. Donc, ils doivent savoir longtemps à l'avance quelles vont être les tendances de l'été suivant parce qu'ils devaient planifier ce contenu au moins 6 mois à l'avance pour pouvoir être publié afin de l'éditer, le créer. Et que tous les contenus soient prêts pour être imprimés en mai. Et pour être prêt lorsque le magazine doit sortir pendant l'été. Donc, ce processus classique démarre 4 à 6 mois à l'avance. Et du coup, comme un éditeur de magazine sait ce qui va être à la mode en été, alors comment justement il sait ce qui va être à la mode en été, alors que nous, on est en décembre? D'une certaine façon, ils savent. Et ça, le planning éditorial permet de prendre en compte ça. Ils le savent grâce à des saisonnalités, grâce à l'anticipation des événements qu'il va y avoir dans une industrie, grâce à des événements que vous pouvez aussi vous-même créer autour des produits ou services que vous avez l'intention de vendre. Et ce faisant, vous créez vos propres contenus. Bon. Donc le point important ici, c'est vraiment de relever qu'il est possible de savoir ce qui sera pertinent pour votre audience longtemps en avance, justement pour que vous puissiez mettre les ressources nécessaires en œuvre derrière ce magazine digital que vous êtes en train de créer et pour pouvoir créer quelque chose de vraiment génial à cette échéance-là. Donc 2 exemples que je vous donne ici. Le meilleur exemple concret de ça aux États-Unis, c'était Open Forum, le site blog forum créé par American Express, à l'attention de sa cible de petites entreprises. American Express a créé cette publication donc, qui ciblait les gérants de petits business. Donc Open Forum, édité par American Express, va vous donner à la fois des astuces sur le leadership, sur la façon de gérer une entreprise, bon, qui eux sont des contenus intemporels, on le sait, c'est du evergreen content. Mais ils vont aussi du coup réagir aux tendances dans les nouvelles, comme lorsque Marissa Mayer a parlé de son nouveau travail sur sa politique nationale. Bon. Ils avaient eu du très bon contenu sur la question de savoir si les petites entreprises devaient faire quelque chose de similaire qu'est-ce qu'avait fait Marissa Mayer, ou ce qui serait le mieux pour elle. Bref, c'est du très bon contenu, il y a du contenu evergreen qui est sensible aux tendances de l'industrie, donc qui s'adapte. Autre exemple, c'est l'exemple AXA News to Protect. Ça, c'est un exemple français. On a fait l'étude de cas sur le site. Donc, AXA, l'assureur qui lance son propre média. Un Rebo, aide-soignant pour enlever les soins au plus grand nombre qui va changer la vie de vos vies avec les objets connectés. Rôle des villes dans la transition climatique. Porté par les nouvelles technologies et la mutation de notre société, vous avez de nouvelles questions sur la façon de vous protéger, de protéger vos proches. Interview, data d'experts, News to Protect AXA est là pour vous apporter les bonnes réponses. Ça, c'est leur mission statement. Et sur cette base-là, clair et affiché, ils vont mêler des contenus en temps réel et des contenus froids, donc toujours des evergreen, qui, tout en étant intemporels, sont parfaitement en phase avec les problématiques liées à leur industrie et la grande thématique sur laquelle ils œuvrent, la protection par assurance des individus. Donc l'exemple, c'est celui du contenu qui avait été produit autour de la rentrée littéraire de 2016 pour justifier un contenu sur la rentrée littéraire de la protection, par exemple avec le roman de la COP21. Donc dans le processus digital, ce qui est génial finalement, c'est que cela ne prend pas autant de temps de publier quelque chose en ligne. Vous pouvez trouver des images à travers Creative Commons ou sur Flickr ou avec des photos stockées, vous créez votre contenu, cela prend quelques jours certes, mais vous pouvez l'éditer en ligne et réagir aux tendances finalement très vite. C'est une des grandes vertus. Alors, comment alimenter votre calendrier éditorial? Autres tips, autres astuces, anticiper les prochaines tendances.
Donc l'opportunité ici, c'est de regarder finalement un peu ces tendances à vue d'oiseau, si on peut dire, d'anticiper ce qui va arriver, puis de mettre en face les ressources nécessaires pour créer le super contenu qui va tomber pile poil à l'heure. Donc même si... donc retenez une chose à ce sujet-là justement. C'est pas parce que c'est très rapide de mettre du contenu en ligne qu'il faut automatiquement que ce soit fait rapidement. C'est ça l'opportunité. C'est que vous pouvez faire vite les choses, mais vous pouvez prendre aussi le temps d'anticiper les tendances pour alimenter votre calendrier éditorial en conséquence. Un super exemple de ça, en tous les cas aux États-Unis, c'était la sortie évidemment du film Star Wars 7. Donc ça, c'est quelque chose, tout le monde savait que ça allait arriver. La sortie était programmée des mois à l'avance. Le teasing avait été énorme et les fans attendaient comme il se doit. Les gros blockbusters comme ça, on sait toujours à l'avance quand est-ce qu'ils vont sortir. Et si quelque chose comme ça est pertinent pour votre audience d'une manière ou d'une autre, si en faisant vos personnages, vous avez découvert qu'il y a une de vos personnages qui est juste passionnée par Star Wars, ça devient un événement intéressant à driver, ou en tous les cas, ça permet de ponctuer de manière intelligente en fonction des tendances et du buzz potentiellement recherché, votre calendrier éditorial. Donc, un des exemples de ça aux États-Unis qui avait très très bien exploité le filon, c'était Kraft Food, la marque alimentaire, qui avait créé un produit spécial pour ça, les Mac and Cheese Star Wars 7. Alors, autant vous dire que ça devait dépoter. Et ils en ont carrément fait une vidéo. Donc, le produit, clairement, est le prétexte à la production d'un contenu qui est créé tellement en avance que c'est finalement comme si le film faisait de la publicité pour vous. Parce que vous savez que c'est quelque chose qui va faire partie de la pop culturelle et donc que les gens vont en parler. Que forcément, il y aura un buzz autour de ça. Et donc, ça, c'est aussi bien valable pour le contenu que pour l'événement lui-même. Donc ça, c'est vraiment un parfait exemple d'intérêt mutuel qui vont se chevaucher. Donc c'est idem pour Disney, ils avaient utilisé aussi des petits émoticônes adaptés, bon c'est un contenu un peu différent, et ça s'applique aussi d'ailleurs je vous le dis, au niveau du content marketing. Combien, je vous ai mis le screenshot à l'époque, Star Wars and Content Marketing, expression improbable demeurant à requêter, mais qui pourtant, voilà, déchire. Star Wars et Disney révèlent la force du content marketing. Bon. Donc du coup, l'idée, vous comprenez, et puis après vous le déclinez. Si il se trouve que quelqu'un de passionné par Star Wars et aussi content marketer, créer un morceau de contenu sur ce sujet, c'est un excellent moyen de l'interpeller dans son boulot quotidien, parce que vous allez couvrir en un seul morceau de contenu 2 de ses centres d'intérêt. Et ça, ça va rendre forcément un morceau de contenu très intéressant, qui va se partager, qui va être pertinent à la fois, bref. Donc, produire un contenu et l'entremêler de cette manière avec des événements et des tendances que vous pouvez anticiper, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à faire. On va prendre un exemple, celui de la SARL Poisson Rouge. On prend une fausse entreprise que j'ai inventée vraiment pour le cas. Donc ça, c'est une entreprise imaginaire qui crée du matériel pour Poisson Rouge et qui organise des ateliers saisonniers autour de comment aider votre Poisson Rouge, comment lui donner à manger, comment le soigner, comment le rendre heureux, comment faire qu'il ait une belle vie, bref. Donc, ils se disent, voilà, pour attirer et vendre nos ateliers saisonniers et vendre notre matériel, on va élaborer une stratégie de contenu. Ils cherchent donc évidemment à élaborer un calendrier éditorial pour le contenu de leur site. Donc, première question qu'on se pose, toujours et toujours et toujours, quelle est votre audience ? On le répétera jamais assez, tous les bons contenus viennent du fait de bien connaître son audience et de savoir ce qu'ils aiment. Donc, pour notre entreprise Poisson Rouge, on peut partir du postulat que l'audience est a priori plutôt jeune. C'est les audiences en général, si on creuse et qu'on fait un peu psychologie, pas forcément de comptoir de café, mais pas très approfondie quand même, on peut dire que potentiellement c'est une audience qui n'aime pas forcément l'engagement. Bon, c'est pas prendre un poisson rouge chez soi, c'est pas le même type d'engagement que prendre un chien ou un chat par exemple, dans le sens de responsabilité. Donc ça satisfait quelque part à la psychologie de quelqu'un qui a envie d'avoir un petit animal chez lui, mais sans que ce soit trop astreignant à gérer non plus. Ça peut aussi potentiellement être quelqu'un qui fait attention à ses dépenses et on va partir du postulat qu'elle roule dans une voiture fiable, fonctionnelle, voilà, pour essayer de de tisser un portrait à peu près cohérent. Déterminer tout ça, c'est de toute évidence un des moyens de produire du contenu qui va devenir du coup pertinent pour cette personne. C'est des choses qui nous renseignent sur ce qu'une telle personne va pouvoir lire.
Donc, on part aussi du postulat que c'est pas parce qu'on vend du poisson rouge qu'on va être obligé de parler de poisson rouge tout le temps dans nos contenus. On peut, et j'ai même envie de dire on doit, justement parler d'autres choses, de tous ces sujets que nous savons pertinemment que notre audience qui vont intéresser notre audience et qui va les engager. Donc pour leur montrer qu'on sait ce qui leur plaît et ce qu'ils font, c'est vraiment ça l'idée. Donc on sait à quoi ils tiennent, on sait quels sont leurs centres d'intérêt, et on va tisser des contenus qui vont nous permettre de construire vraiment un lien de confiance avec cette audience. Donc on va garder à l'esprit en permanence ce qu'ils aiment. Donc leur calendrier à eux va tourner autour de quelle industrie? Qu'est-ce qui va les intéresser? Quels sont les événements à venir qui vont leur parler? Parce qu'ils vont être dans la lignée de leur centre d'intérêt. Bien sûr, chaque personne va avoir un calendrier forcément différent. Le calendrier de certaines personnes sera organisé pendant l'année par quartier. Qu'est-ce qui va se passer en trimestre 1, trimestre 2? D'autres, ça retournera plus autour des vacances. Si c'est une famille, clairement, la période pendant laquelle ils iront voir leur famille, ce sera forcément les périodes de fin d'année ou de vacances, bref. Le calendrier de certaines personnes vont par exemple tourner aussi, d'autres, autour de saisons de séries télé. Quand est-ce que sort la dernière saison de Grey's Anatomy ou la toute dernière de House of Cards? Bon. Ou est-ce une saison où des épisodes justement sont retransmis? Ou est-ce une période où il n'y a pas de série préférée à la télé? Donc dans chaque audience va avoir un calendrier différent. Et l'idée, ça va être que si vos personnages sont établis de manière structurée, vous allez pouvoir exploiter les centres d'intérêt de chacune pour venir alimenter votre calendrier éditorial. Et exploiter du coup le calendrier de votre audience pour votre propre calendrier de contenu à vous. Une entreprise, un exemple d'entreprise qui a parfaitement bien fait ça, c'est le cas Fab Fabulous. C'est une entreprise qui connaît très très bien son audience. Alors, Fab, au départ, a commencé en étant un réseau social qui s'appelait Fabulous. Ensuite, ils se sont transformés en entreprise de design et ils se sont appelés du coup Fab. Donc, quand ils ont fait ça, ils avaient quand même des followers au départ et ils se sont dit comment est-ce qu'on va récupérer de l'un à l'autre. Alors, ils n'ont pas fait le truc basique du type bon, on a tant de followers, on va venir devant eux, leur présenter la nouvelle entreprise. Ça, c'est le truc un peu bateau. Ce qu'ils ont fait, en fait, ça a été de commencer à partir de rien et ils ont eu une idée de tombola avec des cadeaux offerts. Et si vous vous étiez abonné à leur newsletter, alors vous allez recevoir un ticket pour cette tombola ou cette loterie. Alors ensuite, ce qu'ils ont fait avec ce cadeau, qui était un produit qui était créé par un designer très connu, donc offert par chez eux, et donc un très beau produit, c'était justement de le mettre en avant et de le mettre en jeu dans leur newsletter. Ce produit, c'était vraiment quelque chose de très pertinent pour l'audience, qu'ils voulaient voir venir vers Fab, du coup. Et donc, en choisissant un produit qui était vraiment très connu, très voulu par l'audience qu'ils ciblaient, du coup, ils ont été capables d'attirer beaucoup de nouveaux abonnés sur une base de liste d'emailing qui, en plus, était liée à une activité précédente. Mais du coup, ils ont attiré aussi les bons abonnés. Donc, quand vous utilisez ça pour concevoir votre contenu, vous ciblerez de fait beaucoup mieux votre audience et vous allez écumer finalement. Vous allez en quelque sorte évacuer les personnes qui ne sont pas directement pertinentes par rapport à votre cible. Alors votre but, c'est pas d'être vu par le plus grand nombre de personnes, mais on est bien d'accord que c'est plutôt de ne toucher que les bonnes personnes. Et en l'occurrence, vous voulez cibler les personnes qui ont le plus de chances d'acheter votre produit ou vos services. Clairement, votre contenu n'a pas besoin, en tous les cas plus besoin de promouvoir vos produits dans le but d'attirer cette bonne audience en particulier. C'est plus comme ça qu'on fait aujourd'hui. C'est vraiment en se glissant dans les souliers de son audience et en se demandant en permanence ce qui intéresse cette audience. Jusqu'à ce qu'on sorte du lot, qu'on interpelle et qu'on amène cette audience cible, ces personnages, à venir chez vous et faire l'action que vous souhaitez qu'ils fassent. Donc vraiment, pour conclure sur cette slide, on s'en souvient et on le garde présent à l'esprit tout au long de la conception de son calendrier éditorial, tout commence avec l'audience. Donc on revient un peu sur le cas de notre entreprise Poisson Rouge, avec notre audience. Donc on sait très bien ce qu'on va faire en fait avec l'audience qu'on a décrite précédemment.
On va établir une petite liste de plusieurs événements à travers le calendrier sur l'année qui pourraient être pertinents pour cette même audience. Donc on va commencer par les vacances. Donc a priori, on est parti du postulat que c'était des gens jeunes, donc a priori des gens qui vont quand même être sensibles au prix, donc on peut se demander qu'est-ce qui va les intéresser. Il y a a priori de bonnes chances, par exemple, qu'ils fêtent activement plusieurs jours fériés. Peut-être que pour le 14 juillet, ils organisent un barbecue spécial viande grillée, merguez. Bon. Donc ça peut être un bon événement à intégrer à notre calendrier éditorial. Pour le 14 juillet, on pourrait par exemple fabriquer une série de contenus qui vont parler de cet événement et qui seront pertinents. Et par exemple, créer, pourquoi pas, la journée mondiale du poisson rouge à célébrer un 14 juillet ou celle du poisson d'avril à célébrer un 1er avril. Ça va aussi être des moments importants, évidemment, de ce calendrier. La journée du poisson d'avril peut parfaitement devenir aussi, conjointement, la journée du poisson rouge. Donc du coup, faire des articles qui chevaucheraient finalement la thématique du poisson rouge, celle du poisson en général, ou du poisson d'avril, ou du poisson du 14 juillet, j'en sais rien, d'un barbecue spécial poisson, ça c'est un peu rude et un peu cruel, mais ça peut être une idée. En gros, ça permet de sortir vraiment un contenu qui est à la fois dédié au poisson, mais qui va s'inscrire dans une saisonnalité ou dans un événement qui va intéresser votre audience. Donc, également, si vous êtes cette société Poisson Rouge et que vous décidez que votre audience est intéressée par ce type d'event, vous pouvez bien sûr non seulement créer du contenu autour de ça, mais ensuite, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous pourriez aussi parfaitement finalement créer votre propre événement. Il y a la journée du poisson d'avril et il y a la journée du poisson rouge, par exemple. C'est pas la peine d'ailleurs d'être soi-même dans le business de l'événementiel. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille créer un vrai événement journée mondiale du poisson rouge. Mais ça peut être quelque chose qui, par exemple, vient alimenter une idée créative que vous vous imposez et que vous organisez uniquement online. Établir certains critères qui viendraient définir la journée mondiale du poisson rouge, d'aide au poisson rouge, de conseils et astuces à l'attention de tous les détenteurs de poissons rouges. Bon. Et ça, c'est des événements que vous pouvez parfaitement raccorder à des événements actuels. Donc, ce faisant, vous devenez finalement producteur de vos propres événements en ralliant la communauté des fans de poissons rouges et en constituant un événement unique et particulièrement engageant. Et du coup, vous pouvez par exemple, pourquoi pas, incidemment, fixer cette journée mondiale du poisson rouge quelques jours avant la Saint-Valentin pour que ça donne des idées de Saint-Valentin le jour J aux passionnés de poissons rouges. Voilà. Évidemment, autre tips, ça vous le savez puisque vous êtes un magazine, ça c'est bien intégré. Il faut naturellement exploiter les saisonnalités, ça va sans dire, mais c'est peut-être nécessaire de le rappeler. Elles sont évidemment un très bon moyen pour créer des événements calendaires. Peut-être que les vacances ne sont pas quelque chose que votre audience finalement célèbre, mais peut-être qu'en revanche, ils vont planifier leur année selon les saisons. Donc, ils pensent déjà à ce qu'ils vont faire pendant les vacances de Pâques ou pendant les vacances d'hiver ou celles d'été. Bon. Donc, ça, ces moments-là, eux aussi, il faut les intégrer dans votre calendrier éditorial. Et de manière générale, il faut le faire quasiment systématique. Qu'y a-t-il de beau cet automne en matière de poisson rouge ou quel sera l'été de votre poisson rouge, par exemple. Bon. Alors un bon exemple de contenu saisonnier, ça avait été aux États-Unis le cas Birchbox, qui était une start-up qui est toujours d'ailleurs, une start-up qui vend des produits de beauté en ligne. Alors, au départ, ils ont fait un contenu classique du type la liste des 77 conseils de beauté pour l'été. Bon. Effectivement, ça, c'était une bonne idée d'article à poster sur un blog. Vous dites 77 articles, en plus les titres avec des chiffres, ça marche toujours bien. Bon, en l'état, ok. Mais en fait, ils ont fait plus que ça. Ils ont fait quelque chose d'encore plus poussé. Ils ont créé un hashtag. Et au lieu de mettre tous les conseils sur un seul article de blog, en fait, ils les ont, démorcelés, complètement divisés en quelque sorte, et ils les ont racontés entre une période de temps donnée qui, aux États-Unis, s'échelonnait du Memorial Day jusqu'à Labor Day. Donc Memorial Day, c'est juste avant l'été, et Labor Day, c'est au début de la rentrée, justement. Et ces 77 articles, avec le hashtag créé, ils les ont diffusés petit à petit tout au long de l'été. Ils publiaient des astuces, donc ces astuces par période, et du coup c'était une super bonne manière de prendre finalement quelque chose qui aurait pu être un contenu hyper statique et de le transformer en quelque chose qui a été partagé à travers différentes plateformes de réseaux sociaux.
Donc du coup, vous voyez, la notoriété de ces contenus, elle peut aussi s'accroître ensuite via des retweets, via des partages sur les réseaux sociaux. Donc c'est pas un morceau de contenu qui dure une fois, c'est finalement toute une expérience liée au contenu qui va durer tout un été. Et ça, c'est ce que vous permet de faire justement le calendrier éditorial parce qu'il vous oblige à anticiper ces moments-là. Autre tips à retenir, c'est évidemment à ajouter à votre calendrier éditorial, c'est le divertissement et les infos. Bon, je sais qu'on ne pense pas aux infos et que vous ne pouvez pas forcément être au courant des infos avant qu'elles arrivent, d'accord? Notamment les infos politiques. Enfin bon, il y a quand même des choses qui sont assez parfois complètement spontanées et instantanées. Mais à l'inverse, il y a quand même des news que vous pouvez parfaitement planifier à l'avance. Les campagnes politiques, c'est un excellent exemple. La campagne présidentielle, on a bien compris. Les régionales, enfin tous ces moments-là, celles aux États-Unis, partout. Donc, si vous proposez quelque chose, si vous arrivez à créer quelque chose qui est uniquement livré dans un pays, qui est quelque chose de local, vous savez que votre audience, elle va avoir de l'intérêt pour des élections locales ou nationales. Et si votre audience, en revanche, est plus internationale, alors vous vous éloignez de ces choses-là, parce que ça va aliéner quelque part une partie de votre audience, mais finalement, dans un cas comme dans l'autre, vous avez bénéficié d'une opportunité liée à un timing, lié aux informations, finalement, du monde dans lequel vous vivez. Donc, vous pouvez aussi, dans le même ordre d'idée, on a parlé de la politique, mais vous pouvez aussi vous intéresser aux musiques qui vont sortir, aux albums, aux séries télé, et bien sûr aux bouquins. Enfin, c'était la sortie d'Harry Potter, ça, tout le monde l'a anticipé. De futurs grands, on a parlé de Star Wars tout à l'heure, mais on peut parler du Seigneur des Anneaux aussi. Bon. Donc, l'idée globale ici, s'agissant du divertissement, qui a toujours matière à buzz, c'est de vous associer au buzz, en quelque sorte, de vous coller au buzz. L'idée globale, c'est vraiment de vous associer à un événement tout en trouvant un moyen de le rendre attirant pour l'audience de votre marque et évidemment quand même un peu en lien avec votre industrie. Donc, bien sûr, il n'y aura pas toujours des événements, vacances, saisons pour vous aider à construire un bon contenu. Parfois, vous aurez beaucoup de contenu pendant la saison des vacances de décembre à janvier, mais après ça, vous avez comme un moment où finalement vous vous dites, bah là, j'ai pas tant de contenu planifié que ça. Donc c'est à ce moment-là que vous pouvez développer votre propre thème. Et vous pouvez décider de faire sur 8 semaines une publication par semaine qui vont être axées sur un thème en particulier. Là, 100% création from scratch. Donc vous pouvez faire ce thème sur 8 jours, sur 30 jours, sur un mois, bref. Ça vous permet de passer du divertissement finalement à une sorte de divertissement presque autonome et un peu créatif. Donc si on reprend notre exemple du poisson de notre société Poisson Rouge, elle est en train d'établir son calendrier éditorial. Donc à ce stade vraiment, c'est de noter autant d'événements de ce genre que possible. Donc vous vous souvenez, tous les points qu'on a vus, divertissement, saisonnalité, événements, bref. Et s'il se trouve qu'il n'y a aucun événement spécifique, par exemple, n'a lieu en février, et c'est à ce moment-là que vous allez créer en quelque sorte votre propre thème et planifier ce fameux thème sur 30 jours. Donc, par exemple, pendant janvier, on peut penser que, comme beaucoup de monde, l'audience va se plonger dans, vous savez, les bonnes résolutions de la nouvelle année. Bon, ils sont jeunes, en l'occurrence, votre audience est jeune, elle a des objectifs, c'est quelque chose qui va de toute façon être très populaire dans leur cercle social. Mais on l'a dit, dans le même temps, c'est pas forcément une audience qui est hyper bonne dans ce qui est prise d'engagement, en tous les cas à long terme. Donc on rappelle, hein, ils ont acheté un poisson rouge, ils n'ont pas acheté un chien ou un chat. Donc ils ont clairement acheté un animal qui est le plus simple à tenir en vie et qui vraiment ne requiert absolument aucune implication quotidienne. Donc on peut penser que finalement, ce sont des gens qui vont rester plutôt assez light sur les belles résolutions de nouvelle année. Et en fait, du coup, ils pourraient même prendre ça comme un coup de pied un peu au derrière, qu'ils apprécieraient finalement assez peu de lire sur un article sur les nouvelles résolutions du nouvel an. Bon. Donc ça, c'est des idées de contenu ou de pas de contenu, justement, qu'il faut retenir à l'idée et retenir à l'esprit. Et l'idée, c'est justement de rassembler autant d'événements et de saisons et d'idées que possible. Parce que c'est elles qui vont vous aider à trouver de nouvelles idées de contenu. Alors, si, quelques petites questions, en fait, que vous pourriez vous poser, finalement. Assez simple, assez simple. Ce que vous pourriez faire, pour reprendre notre exemple Poisson Rouge, c'est par exemple prévoir une série de contenus autour d'un seul événement, le fameux 14 juillet qu'on avait évoqué tout à l'heure, et de décider que vous allez produire 4 contenus
autour de cet événement que vous allez distribuer quelques jours avant l'événement, le jour même, puis le lendemain. De même, si c'est une conférence, par exemple, ou un salon professionnel, vous pouvez en général facilement construire au moins 2 ou 3 morceaux de contenu. Donc, par exemple, un contenu avant, que pouvez-vous attendre de l'événement du 14 juillet? Après l'événement, vous pouvez rédiger un contenu autour du thème « Quelles bonnes idées à retenir sur cet événement ?» Ensuite, vous enchaînez avec des photos liées à l'événement, un album, qui vont bien sûr être partageables. Ensuite, vous allez avoir, pour finir, des contenus qui vont rentrer autant en jeu que quand vous replanifierez vos contenus pour le même événement l'année suivante. Bon. Donc, vous pouvez vraiment vous référer à ce précédent contenu qui, après, aura toujours beaucoup de valeur et que vous réactualiserez. Et vous avez un fil du coup conducteur et votre calendrier éditorial de l'année suivante est quasiment utilisé pour l'année suivante, enfin établi pour l'année suivante. Alors, quelques bons outils. Il y a énormément de techno, je vous l'avais dit. Scoopit Content Director, par exemple, a un super calendrier éditorial. HubSpot, évidemment, bien sûr. Scribble Live. Bon, il y a plein de technos qui ont une brique calendrier éditorial parce que, comme on l'a dit au début, c'est vraiment une étape tellement importante de votre stratégie de contenu qu'on ne peut pas en faire l'économie quand on prétend être un software de content marketing. Bon. Maintenant, pour être accessible, puisque c'est des technos qui impliquent beaucoup d'autres choses, il y a 2 softwares qui sont vraiment bien. Trello, je pense que vous connaissez, qui est juste super. C'est un peu comme des post-it, donc chaque morceau de contenu, c'est une sorte de papier différent. Vous pouvez mettre le titre sur chacun des post-it et vous savez la place du coup de chaque contenu dans le process. Est-ce que ce contenu a besoin d'être édité? Est-ce qu'il est déjà programmé? Est-ce qu'il est prêt à être mis en ligne? Bon bref, vous créez du coup votre propre planning avec Trello. Si vous avez un contenu un peu plus approfondi, type une infographie, une œuvre d'art originale et tout, il y a un bon outil pour ça qui est Asana. Avec Asana, vous pouvez répartir plusieurs personnes par projet. Donc vous pouvez ajouter des listes to-do à chaque projet et une fois de plus, vous pouvez lister dans quelle phase en fait se situe votre contenu. Est-ce qu'il est toujours dans le process? Est-ce qu'il attend l'accord de la validation finale? Bref. Donc pour piloter différents projets, Asana est vraiment très bien. Enfin, quelles métriques vous suivez quand vous établissez un calendrier éditorial et quels outils vous pouvez utiliser à cette fin? Donc là, vous en êtes à la phase où vous avez finalement réussi à réunir beaucoup d'idées de contenu, vous les avez développées, vous les avez éditées et publiées. Ensuite, évidemment, vous voulez suivre les indicateurs clés de performance parce que pendant que vous planifiez votre calendrier éditorial, vous allez sûrement réaliser que finalement le morceau de contenu que vous pensiez être adapté à votre audience, il n'a pas forcément eu le succès escompté et le reste. Donc votre outil d'analytics, il est stratégique pour alimenter la suite de votre calendrier éditorial et pas seulement d'une année sur l'autre, j'ai envie de dire presque d'une semaine sur l'autre, voire d'un mois à l'autre. Donc comme vous raquez du contenu, vous pouvez vous rendre compte des sujets comme par exemple quoi faire avec ces déclarations de Noël, ces décorations de Noël après les fêtes ont été un vrai carton auprès de votre audience. Bon, le mois de mars arrive et vous vous demandez ce que vous pouvez faire à propos du thème quoi faire et comment organiser les objets de la maison, par exemple. Donc c'est comme ça que vous pouvez exploiter finalement différents thèmes selon le niveau de succès de chacun d'eux. Et la meilleure façon évidemment de faire ça, de voir comment se porte un contenu, si ça vaut le coup de le recycler, pas de le recycler, c'est vraiment de se concentrer sur Google Analytics. Donc il y a plein d'autres logiciels d'analyse. Bon, l'avantage de celui-là, on ne va pas en vanter les mérites, c'est absolument pas l'objet de la formation, mais bon, il est gratuit, tout le monde s'en sert, c'est facile d'usage. Et pour la plupart d'entre vous, ne faut pas trop se prendre la tête, c'est largement suffisant. Ce d'autant que si vous ajoutez un software, par exemple, pour automatiser la distribution de vos contenus, ils incluent quasiment tous aussi une dimension métrique, donc entre Analytics plus l'autre, vous serez largement alimenté en outils data et stats. Bon, la plupart du temps, vous pouvez chercher, c'est une partie vous pouvez configurer votre analytics pour savoir exactement, mais ça vous le savez très bien, mesurer quelle est la pertinence de certains contenus. Vous allez avoir le nombre de vues, enfin bon, toutes ces choses-là. Il y a un autre outil qui est un bon moyen de vérifier les chiffres en fait sur chaque histoire que vous publiez, c'est Muckrack. C'est un outil en fait qui est utilisé pour les journalistes, mais c'est aussi un super outil parce qu'ils ont créé l'outil Who Shared My Link.
Donc vous pouvez mettre finalement le lien que vous avez publié et il vous dira le nombre de partages sur les réseaux sociaux que ce contenu a obtenu. Vous allez du coup pouvoir savoir s'il a eu du succès, combien de jours après sa publication, bon enfin bref. C'est un outil vraiment très bon pour vérifier régulièrement le nombre de partages, du coup un petit peu quand même le niveau d'engagement de vos contenus qui vous permettra après coup d'ajuster en conséquence votre calendrier éditorial. Voilà. C'était dense, on a abordé je pense à peu près tous les sujets, templates, théorie, pratique, conseils, métriques, techno. Voilà, ce cours se termine. Comme je vous l'ai dit sur cette brique process de contenu, vous aurez beaucoup d'autres contenus qui seront alimentés dans les semaines et mois qui viennent, notamment liés au benchmark, aux études concurrentielles, au brainstorming, à la création d'une super équipe de contenu, quels sont les profils, les compétences, comment travailler, enfin, toutes ces thématiques seront ajoutées. En attendant, écoutez, merci. On se retrouve pour la suite. Conversation, savoir comment discuter et engager dans les conversations liées à votre contenu.